Bonjour Donatien, Bonjour Julien. comment tu vas? Écoute, ça va, ravi d'être avec toi. Et toi, ça va? Moi, je me sens intensément habité et nous sommes dans une maison qui grouille. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe beaucoup de choses ici. On est au musée du Louvre. C'est une très bonne question ce qui se passe ici. Aujourd'hui, on est un mardi. Il se passe un petit peu moins que d'habitude parce qu'il n'y a pas le public qui constitue ce musée. Le mardi, nous sommes fermés. En revanche, il y a des travaux. On peut peut-être en entendre quelques échos. Il y a des équipes de conservation qui bougent des œuvres. Il y a des équipes dans les bureaux qui préparent le lendemain. Il y a des équipes dans les salles qui accompagnent et nettoient les œuvres. Donatien, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans quelque chose qui me tient à cœur. Euh, je sais pas, qu'est-ce que t'évoques la mer? C'est une très bonne question. La mer m'évoque beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand je dis ça, quand je vais en parler maintenant, j'y réfléchis aussi après les conversations qu'on a eues, toi et moi. Et donc, tu as attiré mon attention sur une chose que j'avais en tête, mais que j'avais pas vraiment thématisée. Je suis historien de la Rome antique, donc la mer, pour les Romains, c'est d'abord la mer intérieure, c'est d'abord la Méditerranée, ce qu'ils ont voulu dominer. Mais la mer, c'est aussi l'inconnu, c'est-à-dire cet espace dans les mondes anciens qui était autour du continent, parce que les anciens pensaient qu'il n'y avait qu'un continent, et qui menait à l'infini. Donc c'est à la fois un espace, dans le cas de la mer intérieure, du mare internum, la Méditerranée, qui va être un espace de domination. On va vouloir aller de l'autre côté, on va vouloir conquérir et dominer l'autre côté. Et en même temps, c'est un espace qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas aller au bout. Puisque si on va au bout, c'est la fin du monde. Et la mer impériale, ça peut exister? Bien sûr. Enfin, c'est une question intéressante parce que je sais ton talent pour... tu sais, il y a cette phrase très belle d'Alain qui dit « Nul n'a commencé à philosopher s'il n'a commencé à s'intéresser aux mots ». La mer impériale. Parce qu'évidemment, la question, c'est est-ce que l'adjectif est subjectif ou objectif? Est-ce que c'est la mer qui est impériale? Est-ce que la mer peut être impériale? Et est-ce que la mer peut avoir ce pouvoir de l'empire en elle-même? La mer a une capacité d'empire, la mer domine. Et de là s'associe toute une idée de la mer comme entité propre, comme ayant son pouvoir propre. Et puis évidemment, il y a l'idée d'une mer traversée pour l'empire. C'est-à-dire que dont la traversée assumera le pouvoir. Et la mer, je dirais, elle est impériale, elle peut même être doublement impériale. Impériale parce qu'elle assume son pouvoir, et impériale parce qu'elle est le cheminement d'un pouvoir d'empire. Dans tes écrits, tu fais rencontrer les eaux, les océans et peut-être les mots. Et tu as écrit Ovide, poésie impériale, poésie en créolisation avec un point d'interrogation. Comment ces eaux, ces imaginaires et ces mots, ou cette poétique peut, en tout cas ces poétiques peuvent se rencontrer? En fait, l'idée de ce texte est partie de deux lectures dont je me suis rendu compte à un moment qu'elles avaient un point commun très fort. D'abord, ma lecture, je dirais, de citoyen contemporain, de lecteur contemporain de l'œuvre d'Édouard Glissant. Et de l'autre côté, ma lecture d'antiquisant d'Ovide. Et à un moment, je travaillais sur les textes d'Édouard Glissant et je regardais un peu des éléments de sa biographie. Et je me suis rendu compte que ce qui a été pour moi une sorte de clé, et ce texte a été publié dans une revue scientifique qui s'appelle le Bulletin de l'association Guillaume Budet, une association d'études anciennes. Et
je me suis rendu compte que une chose qu'on n'avait pas en tête forcément, en tout cas que je n'avais pas en tête, c'était que Édouard Glissant avait étudié le latin en Martinique, qu'il était très bon d'ailleurs en latin, et que par ailleurs, dans les années 90, il compose un recueil qui s'appelle Faste, ce qui est le titre d'un recueil d'Ovide. Et je me suis dit, dans ce rapport entre Édouard Glissant et Ovide, se joue quelque chose qui permet à la fois de relire l'œuvre d'Ovide et évidemment de relire l'œuvre d'Édouard Glissant, et voire même, parce que c'est un peu ce vers quoi tu me guides, de poser des questions que ces deux œuvres ensemble amènent à esquisser. Et une des choses qui m'a fasciné, effectivement, c'était le fait qu'un certain nombre de catégories de la pensée d'Édouard Glissant, je pense évidemment à la catégorie du tout-monde, je pense évidemment à la catégorie à la notion de tremblement, je pense aussi, plus encore, à la notion de créolisation, c'est-à-dire non pas la volonté d'une unité du discours qui s'imposerait, et de la vie et de la parole qui s'imposerait notamment sous la forme de l'écrit, mais l'idée d'une mise en dynamique, même pas d'une mise en dynamique, pardon, d'une dynamique des paroles, des vies, des formes d'existence, d'un mouvement, et d'un mouvement qui serait gouverné non pas suivant la règle d'une structure, d'une architecture, mais suivant justement une forme de tremblement permanent. Et je me suis rendu compte que cette crise, au fond, de la parole impériale, de la poésie impériale, de l'ordre impérial, mais c'était une chose qui se trouvait de manière extrêmement évidente quand on la regardait dans l'œuvre d'Ovide. Et il y avait plusieurs choses qui m'ont fasciné. Il y avait, d'abord, justement, parlant de mer, le fait que Ovide, d'abord, c'est une chose importante à avoir en tête, est un poète de l'époque d'Auguste. Donc Auguste, c'est un nouveau régime, c'est le Principat, c'est ce qu'on appelle l'Empire. En fait, le terme empire en latin, c'est l'imperium, c'est le territoire dominé par Rome. Mais bon, on a appelé ça dans les catégories scolaires le début de l'Empire. C'est le moment où Rome domine de l'Espagne aux frontières de l'Irak actuel, de l'Égypte, qui est la propriété personnelle de l'empereur, à la Germanie. Et à ce moment-là, qui est un moment où Auguste forme une esthétique impériale, c'est quelque chose qui est à la fois une structure du pouvoir, mais aussi une structure des images et du discours, l'archétype de ça étant Virgile, eh bien, il y a un autre poète impérial qui est Ovide. Et on a beaucoup raconté, Ovide a été envoyé par l'empereur en exil. Il a été envoyé dans le Pont, c'est-à-dire au nord de la mer Noire, Pont-Euxin. Et il a écrit deux recueils qui s'appellent Les Pontiques et Les Tristes, au moment où il est en exil. Et donc, ça m'a beaucoup fasciné parce que je me suis dit, c'est un grand poète du discours impérial qui se retrouve de l'autre côté de la mer. Et alors, il y a toute une série de poèmes où il se plaint, il dit qu'il veut revenir, etc. Et en même temps, dans ces textes, on se rend compte qu'il entend quelque chose qui n'est pas le discours du pouvoir, qui n'est entendu nulle part ailleurs dans la littérature latine. Par exemple, il y a des textes où il dit qu'il traduit des fragments de poèmes des Gètes et des Sarmates, populations qui vivent là. Il faut se rendre compte que pour les Romains, les Gètes et les Sarmates, c'est des ennemis, c'est des barbares. D'ailleurs, il emploie le terme barbare. Et lui, Romain, aristocrate, va les entendre et va les faire entrer dans une autre langue. D'ailleurs, il ne les fait même pas entrer dans une autre langue. Il les entend, il les traduit. Donc, il déplace, en fait, son action. Et ce rapport à un autre, à ce qui pourrait sembler un autre, mais qui a une légitimité à être dans la parole, correspond à une sorte de mise en mouvement des hiérarchies
du discours et du pouvoir à Rome, et quelque chose qui n'existe que sous la forme d'une dynamique. Et quand j'ai commencé à penser cette notion de dynamique comme un tremblement dans l'ordre du discours, au fond, ça apparaissait partout, en fait, dans l'œuvre d'Ovide. Notre texte qui m'a beaucoup fasciné, qui est un projet, là aussi, si on y réfléchit, assez fou, à Rome, à la fois, qui s'appelle Les Héroïdes. Les Héroïdes, c'est des lettres de femmes qui disent leur abandon, leurs sentiments, etc. Il faut se rendre compte que la structure romaine, la structure politique romaine, est une structure où, d'abord, vivent 90% d'esclaves. Je veux dire, il faut se rendre compte, les 10% qui dominent reposent sur une structure servile. Les femmes n'ont pas le droit de sortir dans la rue. Elles sont mariées à 8 ou 9 ans. Elles meurent en couche autour de 12. Et quand elles survivent, il arrive qu'elles soient... Et les hommes meurent à 30 ans. Donc c'est une structure qui n'est pas du tout la même que celle des savants qui aujourd'hui étudient la Rome antique en disant les Romains c'est nous, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que dans cette structure extrêmement organisée et brutale, eh bien, il va donner voix à Briséis, une esclave de l'Odyssée, et il y a un passage extraordinaire où il dit, où Briséis dit, puisque c'est elle qui parle, donc il lui donne voix, qu'elle a du mal à écrire des mots en grec de sa main barbare, qu'elle ne sait pas vraiment écrire. Et elle a sa place dans la poésie du grand poète latin. Donc, des textes de cette nature sont totalement sans équivalent dans la poésie antique. Et la dernière chose qui m'intéressait, qui tient un peu tout ça en fait, c'est que Ovide est à la fois celui qui donne voix aux figures qui n'ont pas voix, à la fois celui qui va là où les autres ne vont pas, et en même temps, de l'autre côté de la mer, et en même temps, il est le poète de ce qu'il appelle les mutatas formas, les formes changées, les formes en mouvement, on pourrait dire. Et ça a donné le titre, en fait, quand on dans la traduction des métamorphoses, eh bien, mutatas formas, c'est métamorphose. Et donc, on peut envisager, plutôt que cet ordre quasiment d'un temple romain des poètes de l'époque, Ovide est l'inverse. Il est celui qui force le tremblement, à la fois poétique, politique et surtout humain, en fait. Cette notion de métamorphose, est-ce que c'est pas aujourd'hui la définition même de la création ou de l'acte créatif? Et puis, est-ce que c'est pas aussi une création qui ne cesse de se renouveler et qui, de fait, est infinie? Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est intéressant avec Ovide, c'est qu'il ne dit pas métamorphose, qui est un terme grec. Il dit mutatas formas. Et ça, d'ailleurs, ça m'invite à te renvoyer la question, Julien, parce que je réfléchissais à ça, et je me suis dit, mutatas formas, c'est tellement Julien Creuset, parce qu'il y a deux choses. Il y a la métamorphose, qui est cette sorte de mouvement infini des formes, et qui est une métamorphose, c'est une sorte d'unité. Et de l'autre côté, il y a mutatas formas, pluriel, les formes en mouvement, les formes qui changent, les formes qui mutent et les formes qui sont mutées. Et toi, est-ce que tu es du côté de la métamorphose ou est-ce que tu es du côté des formes en mouvement? Ou les deux, un peu. Moi, je crois que c'est important que des formes bougent et mutent en permanence. Et malheureusement, il y a quelque chose qui fige profondément, en tout cas, tout le champ de la création. C'est le moment où les formes sont données aux autres, ou ce qu'on va appeler exposition. Je crois que c'est tant qu'une forme est à l'atelier, elle a la possibilité d'être questionnée et re-questionnée. Néanmoins, je pense qu'il y a plusieurs artistes dont je me sens proche qui réfléchissent à comment l'exposition peut devenir une expérience physique à vivre et qui serait différente à chaque instant en fonction de comment elle serait perçue. Ouais, donc parce que ce qui est intéressant, c'est quand j'ai réfléchi, quand je regardais la traduction française du texte latin, et j'ai vu que le traducteur avait traduit
ces formes mutantes, ces formes en mouvement, etc., ces formes changées, par métamorphose, en disant au fond, mais c'est ça. Je me suis dit, c'est très intéressant parce que le singulier et le pluriel ne disent pas la même chose. Et d'ailleurs, le titre est métamorphose au pluriel. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on parle de la métamorphose comme d'un processus de vie, enfin, la vie est métamorphique, ou est-ce qu'on parle de ces formes qui se réinventent ? Et je pense que la réponse, elle est entre les deux, en fait. Elle est dans cette relation entre des formes en mouvement et la structure de la métamorphose. Et pour toi, qu'est-ce que c'est la créolisation ? Moi, j'ai lu ça, j'ai pensé la notion de créolisation à partir des textes d'Édouard Glissant. Et j'ai eu aussi le privilège de travailler, quand j'étais au musée d'Orsay, avec Patrick Chamoiseau, autour de Baudelaire. Et les deux, à la fois la lecture des textes d'Édouard Glissant et puis la lecture des textes et la collaboration avec Patrick Chamoiseau m'a beaucoup donné à penser. Parce que ce qui est intéressant ce qui est très fort, plus qu'intéressant, ce qui est très fort avec la catégorie de créolisation, c'est que Édouard Glissant la fonde dans la situation créole, autour d'un certain nombre de principes, ou pas de principes, le terme n'est pas juste, mais de motifs, je dirais. La question du tremblement, la question de l'archipel, c'est-à-dire non pas l'unité continentale, mais l'archipel comme autre forme de déjouer les hiérarchies, au fond de l'unité, et comme une ouverture vers ce qu'il appelle à la fois une poétique de la relation et le tout-monde. C'est-à-dire à la fois cette situation où un espace, avec son histoire, avec ses violences, peut devenir un projet d'existence de ce qu'il appelle la mondialité, c'est-à-dire une autre manière d'exister au monde. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que, d'abord théoriquement, parce que c'est une chose qui est très forte, qui d'ailleurs, on est ici au musée du Louvre, invite à réfléchir sur des catégories comme celle de l'universel. On dit toujours l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un, mais l'universel, c'est totalisant. L'universel, c'est la totalité stable et sans mouvement, au fond, totalité prise. Ce qui est intéressant avec la notion de créolisation, c'est qu'elle repose sur des mouvements, elle repose sur des tremblements, elle repose sur des relations. Elle n'est pas dans cette totalité fixe. Et ce qui est intéressant dans le travail qu'on avait fait avec Patrick, que Patrick avait fait autour de Baudelaire, qui a été publié ensuite, c'est que je m'étais souvenu j'avais lu une phrase de lui, alors on l'a jamais retrouvée, donc ça se trouve j'ai inventé cette phrase, mais je pense pas, où Patrick avait écrit Baudelaire est le nom de notre blessure. Parce que je pense que évidemment, il y avait la relation à la figure de Jeanne Duval, qui était une figure créole, mais aussi quelque chose de plus profond encore que cette figure de Jeanne Duval, qui en serait une sorte de surgissement. Et il s'est lancé dans tout ce travail, qui a donné donc lieu à un livre et à un album, de venir voir comment Baudelaire avait posé un certain nombre de questions, fait entrer dans la langue un certain nombre de rythmes et d'interrogations qui pouvaient être celles non pas de la créolité, mais justement d'un processus de créolisation. C'est-à-dire d'un processus qui serait pensé à partir de catégories
d'une mise en crise, au fond, de catégories figées au profit d'une toute autre manière d'exister au monde, qui serait alors une partie critique, dynamique, et en permanence instable, en fait. Et dans son instabilité, se réinventant. Est-ce que tu crois que ça a été une ruse de la part des poètes, penseurs et écrivains caraïbéens de se référencer à l'Empire et de se référencer aux écrits latins? Et je pense à Derek Walcott avec Homéros, ou je pense à Édouard Glissant, entre autres, ou voire Aimé Césaire. C'est une très bonne question. La question, c'est est-ce que c'est... Il y a deux réponses à cela. Et je sais pas, je suis pas placé pour me dire si c'est une ruse. Il y a une chose qui est le geste de dire que ces textes peuvent être réhabités par des voix qui ne sont pas les voix de la domination. Sachant qu'une grande partie de la généalogie des classiques, des études classiques, est une généalogie qui est construite par des voix qui vont établir ces textes comme leur fondement. C'est une chose qui m'a toujours frappé comme antiquisant. Je viens d'écrire un article là-dessus. On enseigne, par exemple, le latin à partir de, j'en sais rien, Suétone, Virgile, etc. Un certain nombre de textes qui sont considérés comme des textes Ovide, canoniques, qui étaient les textes sur lesquels certaines élites se sont fondées pour asseoir leur pouvoir, y compris à la Renaissance, dans la Constitution américaine, etc. Tout ça est documenté. Par exemple, dans les études anciennes, on ne donne pas à étudier aux collégiens et aux lycéens les lettres d'un centurion qu'il écrit à sa famille qu'on a. Et on ne donne pas à étudier les stèles, qui sont les vies de multiples personnes dont on a documentation, et parfois même des vers sur ces stèles, qui ne sont pas Virgile, Ovide, etc., eux-mêmes étant des textes intégrés a posteriori par un canon qui s'est constitué. On le sait très bien, la bibliothèque latine, parce qu'il y a un livre qui s'appelle la bibliothèque latine inconnue, qui liste le nom de tous les auteurs dont on n'a aucune œuvre. Donc ce qu'on a, c'est un canon qui s'est établi, et un canon est par définition un discours du pouvoir. Donc il y a eu clairement, de la part des colons, c'est vrai en Amérique, c'est aussi vrai en Afrique, c'est aussi vrai dans certaines parties, la façon dont les Anglais, par exemple, ont pensé la domination de l'Inde, quelque chose qui était de l'ordre d'une pensée, nous sommes les nouveaux Romains ou nous sommes les nouveaux Grecs. Et donc, venir reprendre ces textes, qui étaient les textes sur lesquels s'était établi le dogme d'une domination, évidemment, c'est un geste politique. Après, il y a aussi une autre chose, qui est que les textes ne doivent pas appartenir à ceux qui les ont lus d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a aussi, chez Homère dont tu parlais, évidemment chez Ovide, des ressources de pensée qui rencontrent d'autres ressources de pensée et des perspectives et des questions qui sont des questions humaines. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose aussi d'une culture qui est assumée, et c'était un geste incroyablement politique, comme pouvant être aussi, et d'ailleurs même comme étant point, celle d'auteurs caribéens. Je pense que chez Ovide, chez Césaire aussi d'ailleurs. On voit bien que c'est aussi leur culture. Et donc je pense qu'il y a à la fois quelque chose du retournement d'un système de normes, et en même temps d'un rapport direct à ces textes qui est ce qu'il est. Le 20 février 2024, que t'évoque le mot barbare? C'est une très très bonne question. Le barbare, c'est celui qu'on ne comprend pas. Et donc, ça me fascine beaucoup parce que, d'ailleurs, le nom même barbare, c'est onomatopéique, quoi. C'est on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc c'est la personne dont la langue n'est pas compréhensible, dont la langue est une langue de l'autre.
Et donc on rejette, clairement. Alors, c'est pour ça que Ovid est tellement fascinant. Parce que justement, lui, il ne va pas les rejeter. Il va dire, en fait, moi, je ne parle pas le barbare, je parle le Sarmate et le Gète. Le nom du Sarmate et du Gète. Il les nomme. Il faut imaginer aussi nommer au 1er siècle de notre ère le Sarmate et le Gète, qui sont des langues, un point romain qui est lecteur de bonne famille. Il y a un texte que j'aime beaucoup, qui est un livre d'un grand savant italien, mais qui est parti en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, il était juif, qui s'appelle Arnaldo Momigliano. Et le livre a paru en anglais sous le titre Alien Wisdom. Mais il a été traduit en français, Momigliano parlait français, chez Maspero, sous le titre Sagesse barbare. Et c'est un texte fascinant parce qu'il montre comment, alors qu'existe cette norme de l'exclusion de la barbarie, eh bien, on peut trouver des chemins dans les textes romains. Donc ça existe, des rapports où les Romains reconnaissent, les Grecs, mais surtout les Romains, reconnaissent que l'autre en face peut avoir une sagesse, et s'il a une sagesse, il n'est pas barbare. Parce que dans ce cas-là, il comprend le monde et il peut être compris. Et donc, ce qui est fascinant, en fait, c'est dans ces textes, c'est à la fois la norme du rejet de celui et celle dont on ne comprend pas la langue, et en même temps, ce qui résiste, c'est-à-dire ce qui à l'intérieur même des textes résiste, c'est-à-dire ce qui ouvre des espaces qui pour moi sont les espaces expérimentaux véritablement poétiques en fait de la langue et de la pensée. D'ailleurs, souvent ces textes de paroles des barbares sont des textes extrêmement forts, qui sont ceux qui résonnent le plus aujourd'hui. Alors que je ne suis pas sûr que pour un lecteur romain de l'époque, ce soient les textes les plus importants. Mais aujourd'hui, ce sont les textes qui nous donnent une prise. Et quand on regarde ces textes, nous qui les regardons avec le regard d'aujourd'hui, évidemment, comme les colons les regardaient avec leur regard, eh bien on trouve évidemment que le colon qui regardait le texte latin, il voyait le signe de la domination absolue de l'élite romaine au-dessus de tous les autres, etc. Mais aujourd'hui, on voit ceux qui résistent, ceux CEX, mais aussi ceux CE qui résistent. Et il me semble que cet espace, ce qui est fascinant avec ces textes, ce qui invite aussi à les regarder, à les reprendre, c'est cette alliance des deux. Les deux sont en même temps. Il y a à la fois la voix qui résiste et en même temps la voix qui impose. Et donc, penser aux barbares aujourd'hui, c'est se dire que cette catégorie du rejet comme non humain, c'est plus les mêmes barbares en 2024 que ça l'était quand le mot existait en grec puis en latin. D'ailleurs, intéressant, c'est un mot grec et latin. Même mot, barbaros, barbarous. Mais c'est de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire de ce rejet, et quel est comment est-ce qu'on peut penser ce rejet hors de la civilisation et en un sens hors d'une certaine humanité? T'imagines le mouvement que j'essaye de faire et quand on parle de cette notion de barbare qui évolue au fil des siècles, il y a quand même une figure qui a été dépeinte à plusieurs reprises, c'est celle de Attila. Et peut-être qu'on peut ouvrir. Pour moi, Attila, c'est une source, mais peut-être que pour toi, c'est quelque chose d'autre. Pour moi aussi, c'est une source. Pas la même, mais c'est aussi une source. Peut-être la même, d'ailleurs. Parce que, là aussi, tout cela dépend de la façon dont on raconte l'histoire. Parce que le 19e siècle, qui a à bien des égards inventé la façon dont on voit la Rome antique, réinventé,
a dépeint Attila, le barbare, destructeur, sur son cheval, avec le steak, tuant tout le monde, enfin, on connaît l'histoire. Et donc, a opposé cette sorte de combat des titans, ce combat de boxe, entre Aetius, le Romain, général romain, qui défait Attila au champ cathalonique, 451, puis de l'autre côté, Attila, donc le barbare. C'est fascinant parce que c'est vraiment des combats identitaires, en fait. Le barbare, le romain. Bon. Alors, c'est là que c'est fascinant, que c'est vraiment intéressant à regarder, parce que, bon, d'abord, Aetius était le fils d'une barbare et d'un romain. Donc là aussi, c'est pas... Et par ailleurs, la victoire au champ cathalonique, c'est pas une victoire des Romains. En fait, c'est une victoire de tous les soi-disant barbares, alliés des Romains, donc les Visigoths, les Sarmates, on les retrouve. Mais les Visigoths en particulier. C'est-à-dire que c'est fascinant de se dire que les Huns ont été battus par les Visigoths, quand on voit l'image des Visigoths. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que ce qu'on considère comme étant un combat de la civilisation, les Romains, contre les barbares, les Huns, et en fait un combat, si on veut entrer dans ces catégories de barbares contre barbares, avec quelques Romains au milieu. Et donc, ce qui est fascinant avec Attila, c'est que c'est un peu le nom, c'est un des noms. Il ne s'agit pas de nier qu'il n'y a pas eu de razzia, qu'il n'y avait pas une armée qui prenait des villes, qui était violente, qui détruisait tout et tuait tout le monde. Mais ce n'étaient pas les seuls. D'ailleurs, je ne sais pas si tuer tout le monde, c'est aussi un autre sujet. Mais ce n'étaient pas les seuls. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a constitué, la tradition a constitué Attila en figure de la barbarie, alors qu'il ne l'était pas tellement plus ni moins que les autres qui étaient considérés que du côté de la civilisation. Et donc Attila, c'est un des noms de notre construction de la barbarie et de notre volonté, j'entends comme civilisation, d'isoler, ou comme tradition, d'isoler un nom qui deviendra le symbole de quelque chose qu'on rejette. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au XIXe siècle, cette figure devient encore plus centrale. Parce que c'est le moment où les disciplines anciennes se constituent comme aussi des structures de pouvoir. Donc Attila, et d'ailleurs, j'ajoute une chose, c'est que on écrit des biographies d'Attila. Il y a des gens qui se battent sur tel ou tel fait. Alors, est-ce qu'il était là? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est vrai que la sœur de l'empereur lui a envoyé un anneau, tout ça? On n'en sait rien. C'est des fragments de tradition, repris, retravaillés, etc. Mais, au fond, ce qui est fascinant avec le barbare, c'est qu'il crée le désir. Il crée le désir, il crée l'attrait en même temps qu'il rejette. Et cette énergie libidinale, on pourrait dire, contredit ce que devrait être, ce que doit être et ce qu'est le travail de l'historienne et de l'historien, qui est de regarder la réalité dans ses mouvements, dans ses tremblements, dans ses complexités, plutôt que de chercher à créer un match de boxe Aetius contre Attila le barbare. On partage donc Attila comme étant une source. Mais Attila est une source. Mais Attila est une source, là aussi, des généalogies à rebours. Une source, je ne sais pas si c'est vrai d'Attila la source, mais la source de quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la figure historique. Alors, je te retourne la question. Est-ce que Attila la source a à voir avec sa propre réalité? Je crois que ça dépend de qui on est, d'où on vient et quelle est notre construction. Je suis caribéen et par extension martiniquais, et là ça veut dire quelque chose d'autre. Je crois que c'est le reste d'un nom qui est lié à l'histoire de la colonisation, qui est donné à une personne racisée et qui sera agriculteur
charbonnier et qui construira son chemin de croix dans les bois du Morne-Vert. Mais je trouve ça intéressant aussi de se servir de ce nom qui, pour moi, porte une polysémie forte et de l'amener en Italie, à Venise. C'est ce glissement-là qui m'intéresse aussi. Comment, en fait, ce que peut produire la polysémie quand on s'y confronte. Tu as d'autant plus raison que après sa défaite au champ catalonique, Attila descend sur l'Italie. Et si je me souviens bien, mais je ne suis pas spécialiste d'Attila, c'est le moment où il meurt là. Enfin, il meurt pas très 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 loin de Venise. Donc c'est aussi ces rapprochements. Je te disais que j'étais très frappé par la façon dont tu crées des liens, parfois à Sceaux et à Gambane, et en suivant, comme disait Montaigne, et dans une ligne parfaite. C'est-à-dire que tout tient. Et ça fait partie de la façon dont tu penses, dont tu travailles dans ton œuvre visuelle et dans ton œuvre poétique. En fait, dans ton œuvre poétique sous ses différentes formes, on pourrait dire. Et c'est vrai que ces rapprochements-là, qui ne sont pas attendus, mais qui, à la fin, sont totalement pertinents et évidents, c'est un peu ça que de créer un pont entre Attila et Attila. Tu as des liens avec Venise, Donatien? J'ai des liens avec Venise, effectivement. J'ai des liens avec Venise parce que d'abord j'y vais depuis que je suis tout petit. Ensuite, j'avais de la famille à Venise que j'ai pas connue, une famille que j'ai pas connue, mais des ancêtres vénitiens. Et j'ai toujours été, et puis j'ai lu aussi beaucoup sur Venise. J'ai aussi travaillé sur Proust, qui avait une fascination toute particulière pour Venise. Et je pense, oui, parce que ce qui est fascinant avec Venise, c'est un peu des lieux communs, mais c'est que c'est à la fois une ville-musée, évidemment, une ville qui s'est figée, mais qui est réhabitée. Enfin, une ville-musée, c'est intéressant, parce que moi je pense pas du tout le musée comme Venise est une ville-musée, c'est-à-dire quelque chose qui est figé dans un moment et qui est repris, réhabité. Mais après, est-ce que Venise a été figée à un moment? C'est aussi ça la question. Est-ce que l'idéologie d'une Venise figée à un moment est pertinente? Et puis, ce qui est fascinant, c'est que c'est à la fois... Ça a été une ville impériale aussi, puisque toute la partie orientale du bassin méditerranéen a été sous domination commerciale vénitienne. Ça a été une ville impériale. C'est aussi et par impériale, j'entends aussi impériale culturellement, y compris avec ce fameux geste qu'on retrouve à la Scuola di San Giorgio dei Schiavoni. Ce qui est assez intéressant aussi, parce que les Schiavoni, c'est-à-dire les gens qui étaient en face sur la côte adriatique, les Schiavoni, on les appelle les esclavons. Et il y a ce geste du cardinal Bessarion, le plus grand savant de Byzance, qui vient avec toute sa bibliothèque et qui donc transforme le savoir par Venise. C'est-à-dire que la Renaissance est entre autres née à Venise du fait de la bibliothèque du cardinal Bessarion, qui est encore aujourd'hui conservée à la bibliothèque Marciana. Ensuite, ce qui est intéressant, donc il y a cette construction qui mêle le savoir, l'art, le commerce et la politique et la guerre, les quatre en même temps. Et puis, à partir du XVIIIe siècle et au XIXe, c'est une ville qui n'a plus de pouvoir et donc qui assume sa propre ouverture au monde et succès par le monde, par en gros les touristes du monde entier. Et donc c'est une ville qui a été aussi inventée, réinventée au XVIIIe et au XIXe siècle par ces communautés venues du monde entier qui venaient là pour le mythe de Venise, cette ville qui un jour disparaîtra. Puis en plus de ça, et c'est là où c'est intéressant parce que
c'est aussi une des villes qui, par un certain nombre de sites, a développé la réflexion sur ce qu'était le moderne et le contemporain. Avec la Biennale, avec aussi la présence de l'architecte Carlos Carpa, à Fondation Querini Stampalia, Musée Correr, et en Vénétie, qui a pensé ce qu'était une muséographie moderne de l'ancien. Et donc c'est toutes ces strates du rapport au temps que je trouve très, très fortes et très fascinantes. Oui. Il y a une figure qui m'interpelle à Venise et pas que, qui est la figure de Neptune, qui est sous différentes formes, qui peut être un heurtoir, qui peut être une peinture ou qui peut être un marbre sculpté. Est-ce que cette figure mythologique te parle et comment elle existe encore aujourd'hui? Elle existera dans le pavillon français à la Biennale de Venise cette année. Je dois te remercier, Julien, parce que Poséidon m'avait intéressé quand j'avais travaillé sur Hésiode. Mais j'avais jamais réfléchi, parce que pour réfléchir, il faut une incitation à réfléchir aussi, une rencontre, à la figure de Neptune. Et tu m'en as parlé lors d'une de nos premières conversations. Et ça m'a fait réfléchir et rechercher et faire des recherches sur cette figure grâce à toi. Donc merci. J'avais en tête, avant, on s'en était parlé, le fameux portrait de l'amiral Doria, le grand amiral génois, tenant le trident. Et puis, suite à notre conversation, j'ai fait une petite recherche, totalement amateur, dans la base de données du musée du Louvre, sur Poséidon et Neptune. Et c'était vraiment intéressant, parce que d'abord, j'ai trouvé toute une série de vases grecs, ça c'est normal, y compris des petits objets absolument magnifiques, où tu as un fragment ancien du 6e siècle avant notre ère, où tu vois juste la tête de Neptune et un morceau de trident. J'ai trouvé des émaux du Limousin, j'ai trouvé beaucoup de choses, et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse autour de Louis XIV. D'esquisses de Lebrun pour la Grande Galerie, une esquisse de Mignard aussi autour de Colbert. Et donc, ce qui m'a fasciné, c'était de voir, à partir de cette recherche très rapide, et des tableaux mythologiques au XVIIIe siècle, mais où je pense, des tableaux de Boucher par exemple, où je pense, mais encore une fois je ne suis pas expert, qu'il s'agit davantage d'une image un peu démonétisée après ce grand moment 17e, enfin, moment Louis XIV. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit, encore une fois, à partir d'une recherche totalement sur la base de données du musée du Louvre, on voit des moments d'affleurement. On voit une figure antique, une divinité antique, qu'on trouve dans les vases, qu'on trouve sur un certain nombre dans l'hôtel Borghese, etc., comme une des divinités du Panthéon. Et puis, on voit sa réutilisation à Venise au XVIe siècle, au XVIIe siècle en France, et puis au XVIIIe siècle, peut-être dans des scènes de genre un peu moins politiquement marquées que les œuvres de Lebrun ou de Mignard, de peintres de Louis XIV dont on parlait. Donc, si tu me poses la question de Neptune aujourd'hui, après cette démonétisation, je pense que ça, au fond, c'est la question que tu me posais au début. La mère impériale. Est-ce que c'est la mère, est-ce que la même elle-même a son empire? Ce qui était le sens de Poséidon. Poséidon, c'était le pouvoir de la mer. C'était les flots, c'était le dieu qu'il fallait prier quand on allait en mer, etc. Parce qu'il était celui qui allait vous sauver ou vous tuer. Ou est-ce que la mer est impériale par l'empire qui l'utilise et qui veut la dominer? Et au fond, le Poséidon me semble être la résolution, ou en tout cas le questionnement, de ces deux traits. Je te retourne la question. Quel serait un Poséidon contemporain? Ou une perspective contemporaine sur Poséidon?
Ce que je trouve intéressant actuellement et en 2024, c'est qu'on peut créer comme ça un corpus en tout cas dans le cinéma, d'un certain nombre de films qui tentent de répondre à la question. Alors, on en pense ce que l'on veut, mais il y a eu Aquaman 2 qui est sorti, il y a eu Lucas de Pixar aussi, il y a eu la version de Black Panther 2 qui pose la question des eaux, et Avatar 2 aussi qui se passe sous l'eau. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se rejouer comme ça dans les imaginaires communs utilisés dans le cinéma d'aujourd'hui, qui ont peut-être envie de revisiter des mythologies anciennes et à l'aide de nouvelles technologies, ce que je trouve intéressant. Effectivement, ça fait des films grand public qui vont utiliser un certain nombre d'effets spéciaux en grande quantité, mais je trouve que c'est le retour de ces mythologies dans notre contemporain est presque quelque chose d'inépuisable, en fait, comme si qu'on le veuille ou non, en 2024, la mythologie continue de fasciner, et peut-être presque des perspectives d'anticipation de ce que serait le monde de demain. Non, je suis complètement d'accord. Je pense que la modernité a voulu définir l'être humain, et d'ailleurs un certain être humain, comme maître de la nature. Que donc l'être humain dominait le monde. Et encore une fois, un certain être humain. Aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut regarder ces textes anciens et se dire que la séparation entre l'être humain et le monde qui l'entoure, encore déjà l'idée que le monde entoure l'être humain est au centre, le monde qui l'entoure, déjà on peut se poser la question. La séparation est une chose qui est battue en brèche, clairement. Du fait d'ailleurs de l'impact qu'a eu l'être humain sur ce qu'on pourrait appeler son environnement de manière impropre. Et ce qui est fascinant quand on lit les textes anciens, c'est que ils sortent de ces catégories. Enfin, ils ne sont pas dans ces catégories. Une chose qui me fascine toujours à Rome, comme en Grèce, c'est que tout peut être divinité. Au fond, c'est une culture animiste, en fait. Tout, parce que mettons que on a le sentiment de voir cette chaise qui est là bouger, et on peut trouver un nom de Dieu pour la chaise. Les fontaines. À Rome, toutes les fontaines avaient une divinité, par exemple. Parce que c'était un surgissement d'eau, c'était un surgissement d'énergie. C'était pas. Et après, il y a des textes qui racontent la vie de la nymphe de la fontaine, etc., etc. Mais c'est plus que la volonté, même de narration de vie des nymphes, des dieux, des déesses, etc. C'est ce monde où les énergies surgissent. Et il faut les accueillir, il faut les vivre. C'est exactement la même chose que la conception de la poésie. Qu'est-ce que c'est ? Platon le dit dans le Ion. C'est quoi être poète, comme tu l'es ? C'est un enthousiasmos. Un Dieu entre en toi. En, dans, théos, dedans. Donc tu es habité par une divinité qui d'ailleurs peut entrer et sortir. Ça s'appelle l'inspiration. Évidemment que ça pose toute une série de questions. Donc, quelle est la responsabilité, quel est le rôle de la voix de l'individu auteur, etc. Bien sûr. Mais ça dit aussi quelque chose de la participation au monde, en fait. Non pas de la séparation du monde, mais de la participation au monde. Et une grande partie des récits antiques
sont des récits de participation au monde. Je pense notamment à un texte qui m'accompagne, qui est la Théogonie d'Hésiode, où Hésiode raconte en 200 vers, si je me souviens bien, un peu plus, un peu moins, la genèse, la naissance de l'univers. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il parle de Poséidon, il parle d'Ouranos, il parle de Chronos, etc. Et après, on a voulu en faire des images, en faire des récits. Mais on ne sait pas, par exemple, si Chronos, c'est une entité à figure humaine, ou si c'est une entité. On sait que c'est des forces qui structurent le monde. Et ce rapport aux forces qui structurent le monde, et cette conscience des forces qui structurent le monde, au-delà ou en deçà de cet empire de l'être humain, et d'un certain être humain, est une question qui se pose aujourd'hui autrement, je pense. Merci Donatien. Merci beaucoup, Julien. J'aimerais juste conclure en te déclamant le titre du pavillon qui ouvrira le 17 avril 2024. Attila Cataracte, ta source au pied des pitons verts finira dans la grande mer. Gouffre bleu, nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune. Merci beaucoup.